des réalisations comme les vôtres lui prouvent, autrement dit, vous lui prouvez qu'elle est digne d'elle-même, qu'elle est la France, qu'elle le montre et qu'elle fait en sorte qu'on le sache partout dans le monde. Il ne suffit pas de dépiter un certain nombre de sornettes pour conduire la France à trouver la voie du progrès. Et moi, je ne veux pas qu'elle s'enracine dans les destructions du passé qui ne feront qu'accroître le malheur des travailleurs. Qu'est-ce que je m'aperçois? On fabriquait 3 200 000 automobiles sur le territoire français en 2004. On a fabriqué plus que 2 100 000 en 2007. L'année où je suis devenu président. Alors s'il y en a qui ça les démange d'augmenter les impôts, ils oublient qu'on est dans une compétition. Et mon but, c'est de faire venir en France, faire investir en France des gens qui ont de l'argent dans nos usines et dans nos entreprises. C'est pas de les faire partir. Ben, ils étaient colères, les gens. C'est normal. 1959, premier extrait que nous avons écouté, le général de Gaulle en visite à Sud Aviation, à Toulouse. Deuxième extrait, 1985, François Mitterrand face à des militants CGT à Quimper. Et enfin, dernier extrait, vous avez reconnu la voix de Nicolas Sarkozy, c'était chez Alstom à Ornans, et donc en 2009. Je me tourne vers vous d'abord, Gaëtan Gors. Quand vous entendez ces trois situations si banales, si fréquentes des présidents de la République qui vont dans des usines, rencontrer des ouvriers, quelle différence dans l'expression, quelle différence? Qu'est-ce qui vous frappe en écoutant ces extraits? Il y a une différence aussi dans la France dont on parle, c'est-à-dire que celle dont parle le général de Gaulle n'est plus celle dont parle Nicolas Sarkozy. Mais ce qui est frappant aussi, c'est un changement dans l'idée que chacun se fait manifestement de la fonction qu'il occupe. Le général de Gaulle parle de la France, ce mot résonne, vous l'entendez, et il en parle sans ridicule, au contraire, parce que pour lui ça a du sens, et probablement pour ceux qui l'écoutent avec lui. François Mitterrand, lui, parle plutôt de la gauche, il s'adresse au milieu ouvrier, il a évidemment des échos et des mots qui touchent directement ce peuple de gauche dont on a parlé ensuite. Nicolas Sarkozy, on cherche à peu près, on a le sentiment qu'il s'intéresse plutôt à abîmer la langue française qu'à passer un message, et ça veut dire qu'il y a une perte de contenu du discours au fur et à mesure qui se transforme par des mécaniques d'expression qui deviennent vraiment très visibles. Denis Musée, quand vous entendez ces trois extraits vous-même, qu'est-ce que vous voyez comme maladie de la langue d'une certaine manière? On a l'impression là que non seulement l'objet du discours change, mais il y a aussi une façon de le formuler qui change. C'est la langue triviale de Sarkozy qui est choquante. Alors c'est vrai, moi, je suis d'une génération qui a bien connu le pouvoir de Mitterrand. Mitterrand parlait comme il écrivait, c'était extrêmement littéraire, c'est une fresque, c'est une langue très ciselée. J'ai revisionné récemment des médiascopies, c'est-à-dire nous mesurions les réactions pour l'Élysée durant les interventions radio-télévisées de Mitterrand, et notamment les vœux de fin d'année. Et il y a des allocutions de vœux qui sont des bijoux de la dentelle de la langue, du langage. Alors qu'avec Nicolas Sarkozy, on est dans une langue qui se veut débarrasser des oripeaux et des fioritures de cette noblesse. Et du coup, on tombe bien bas. Maintenant, est-ce que ça crée plus de popularité pour Nicolas Sarkozy? C'était son calcul. Je ne suis pas certain. Mais est-ce que c'est une langue forcée ou est-ce que c'est une langue subie d'une certaine manière? C'est-à-dire, est-ce sa pratique du français, finalement, elle est faite exprès parce qu'il s'adresse à des ouvriers, à votre sens? Ou est-ce qu'au contraire, parce qu'on n'a pas l'impression que Nicolas Sarkozy parle tout le temps de cette manière? Non, mais Nicolas Sarkozy est un acteur. Fondamentalement, c'est un homme de théâtre. Vous ne saviez peut-être pas, mais Nicolas Sarkozy est un grand homme de théâtre de ce siècle. C'est un performeur. C'est-à-dire qu'il peut tenir des rôles différents. Il avait une plume, et semble-t-il, il l'a encore en partie extraordinaire, qui est Guénaud. Donc, c'est une performance. Mais la performance peut dégrader à un certain moment la qualité de la relation. Damon Mayafre, vous avez publié un livre que je citais tout à l'heure, tout à fait intéressant, le discours présidentiel sous la Ve République. Travail colossal parce que vous avez analysé, répertorié à peu près 500 discours présidentiels depuis 1958. Et puis vous vous êtes livré à une analyse à la fois lexicologique, linguistique au sens large de ces discours. Qu'est-ce qui apparaît au fil de votre analyse comme les évolutions saillantes des discours présidentiels depuis 1958? Damon Mayafre. Alors, il y a une évolution effectivement majeure sur 50 ans et qu'on peut enregistrer tant d'un point de vue lexical, on va dire les mots utilisés,
que d'un point de vue grammatical, voire syntaxique. Grosso modo, au début des années 50, le discours politique, en tout cas présidentiel, cherchait à imiter le discours littéraire. Donc des phrases très construites, des phrases longues, des phrases nuancées, une variété des temps verbaux utilisés, par exemple, une richesse du vocabulaire. Alors qu'aujourd'hui, le discours politique présidentiel, et particulièrement celui de Sarkozy, c'est vrai, cherche à imiter le discours vulgaire au sens étymologie du terme, le discours du peuple. Et on peut enregistrer ça sur, par exemple, un retrécissement de la phrase. Des phrases plus courtes. Beaucoup plus courtes, hyposyntaxiques, comme j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire avec une syntaxe appauvrie, pas de propositions relatives, par exemple, qui risqueraient de perdre l'auditeur. Un discours aussi, d'un point de vue lexical, beaucoup plus pauvre et beaucoup plus martelé, avec des mots qui sont répétés à satiété, aussi bien chez Chirac déjà, chez Sarkozy, aujourd'hui chez Hollande. Et puis, globalement, un discours qui s'appauvrit, alors ça on peut le mesurer, par le nombre, par exemple, de substantifs qui sont utilisés. Oui, parce que vous, justement, je citais vos travaux assistés par ordinateur, c'est effectivement seule l'informatique qui permet de faire ça. Il y a dans votre livre des tableaux où vous analysez pas seulement le champ sémantique, mais effectivement les termes qui sont employés et leur nombre, selon les présidents, est très variable. Oui, c'est assez incroyable de mesurer une saignée des substantifs dans le discours politique sur les 50 dernières années, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de noms, et les substantifs, un peu comme le nom l'indique, c'est la substance de la langue, c'est-à-dire que ce sont les concepts, c'est, je ne sais pas, liberté, égalité, république, nation, tout ça, ce sont des noms, et il y a de moins en moins de noms, et ces noms sont remplacés par des pronoms. Alors, pour résumer ça en une phrase, en gros, dans le discours politique sur 50 ans, le leader a remplacé l'idée. Le jeu présidentiel, par exemple, a remplacé ce que je citais précédemment, la nation, la république, la justice, l'égalité, etc. Gaëtan Gors, quand vous entendez cette critique au discours politique qui concerne le discours de votre fonction, en tout cas vous, homme politique, et je lisais dans le livre de Denis Muset qui s'appelle « La croyance à la conviction » que selon Denis Muset, il nous en parlera tout à l'heure, la politique est une langue étrangère. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, vous, en tant que personne qui prend la parole en permanence dans vos fonctions, que vous manipulez une langue qui devient de plus en plus étrangère à nos concitoyens ? J'essaie de ne pas le faire pour ce qui me concerne, je ne suis pas sûr d'y parvenir, mais évidemment, c'est une langue étrangère au sens où c'est ainsi que la reçoivent ceux qui l'écoutent, ce qui veut donc dire que quelque chose ne fonctionne pas. Ce qui me frappe dans ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est que, j'y faisais allusion, le général de Gaulle, comme François Mitterrand, s'adresse à un collectif. La France pour l'un, peut-être le mouvement ouvrier pour l'autre, en tout cas, avec des références communes à ceux qui écoutent et à celui qui parle. Ces références, elles sont fortes, elles sont historiques, elles sont culturelles, elles sont sociales, elles renvoient à quelque chose de commun et de partagé. Alors que dans le discours de Nicolas Sarkozy, mais enfin on pourrait malheureusement en trouver d'autres chez les responsables politiques, il s'adresse au fond aux personnes qui sont en face de lui, à des individus, comme s'il n'y avait pas ces références. Et c'est cette perte de références communes qui est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse plus à la nation, on ne s'adresse plus à un peuple de manière générale, on s'adresse à des gens, et là effectivement les artifices sont possibles, parce que le contenu a diminué. Damon Mayafre ? Oui, je suis vraiment tout à fait d'accord. C'est-à-dire que c'est la fonction référentielle du discours, c'est-à-dire le renvoyer au monde, la fonction programmatique aussi du discours politique, qui semble disparaître au profit de ce que l'on appelle la fonction fatigue, c'est-à-dire simplement la mise en contact du leader avec le peuple ou avec l'auditeur. C'est-à-dire, pour bien comprendre, que le discours, enfin tout ce qui est de l'ordre de l'insistance sur le rapport interpersonnel ou entre celui qui parle et celui à qui il s'adresse, prend le pas sur le contenu, sur la substance du discours. C'est un peu ça que vous voulez dire ? C'est vraiment ça qu'on enregistre et il y a beaucoup de tests à faire, mais par exemple, la progression du pronom personnel première personne, je, est vraiment spectaculaire sur 50 ans. Et avec ça, les adverbes, par exemple, qui ont aussi cette fonction de mettre en contact quelque part, de modaliser le propos et de mettre en contact ou donner un peu de chair au discours et favoriser ce contact avec le citoyen au détriment du contenu et du fond. Denis Muset. Nicolas Sarkozy a adapté son discours au temps des médias. C'est fondamental parce que il est enfant de la télévision. On l'a appelé le téléprésident dans notre livre avec François Jost. Et donc, il adapte le rythme au temps qui lui est imparti. Or, le temps moyen de réponse à une question d'un journaliste en 20 ans a été divisé par 20. À l'heure de vérité, au début des années 80, il n'était pas rare que Michel Rocard fasse un dégagement géopolitique qui durait 4-5 minutes.
Alors qu'aujourd'hui, aucun journaliste ne supporte qu'on ait de tels temps de parole. Si vous voulez, le rôle du journaliste, et on a un bon exemple avec un journaliste très célèbre d'une radio privée concurrente qui coupe systématiquement au bout de 7-8 secondes son interlocuteur. Et ce raccourcissement du temps de parole est fondamental parce qu'on ne peut pas exprimer avec des phrases, avec des images, avec un discours qui parle de la nation. Donc on exprime sur un mode beaucoup plus émotif. Oui, mais ce mouvement, il n'a pas été inventé par Nicolas Sarkozy, parce que quand on vous écoute tous les trois, depuis le début de cette émission, on a l'impression que Nicolas Sarkozy a une responsabilité très lourde, et en même temps, on se souvient quand même que ces tendances existaient bien avant lui. Absolument. Et elles lui subsistent. Oui, et puis on ne peut pas comprendre la crise de la parole politique si on ne comprend pas que simultanément, c'est la crise des médias politiques. Et derrière la crise des médias politiques, c'est la crise des médias. Parce que la parole et la communication politique sont coproduits par les politiques et les médias. Ils ont besoin, c'est un couple indissolublement lié, très étroitement, et ils ont besoin les uns des autres. Mais on va en parler dans un instant. On va écouter maintenant François Hollande, que nous n'avons pas encore entendu, et ça nous replonge le 15 septembre 2013 sur le plateau de TF1. Essayons d'être le plus simple possible et le plus clair possible. Vous me parlez, vous avez raison, de la TVA. Je réponds, la TVA. Quand j'ai été élu, en mai 2012, la TVA avait été portée par mon prédécesseur, Nicolas Sarkozy, par le gouvernement de François Fillon, à 21,2%. La TVA était à 21,2%. J'ai annulé cette augmentation. Mais j'ai prévenu, j'ai dit, on l'annule parce qu'on ne veut pas peser sur la consommation des ménages. C'est 12 milliards qui devaient être prélevés ainsi. Donc on a annulé cette augmentation de la TVA et on l'a reportée au 1er janvier 2014, non plus à 21,2%, mais à 20%. C'est déjà beaucoup pour le taux normal. Et on a relevé le taux intermédiaire de 7 à 10. Donc on avait prévenu. Mais c'est moins que si ça avait été donc la décision précédente. Il n'empêche, c'est déjà 6 milliards qui vont être pris. Vous me parlez du quotient familial. Ça touche 1 300 000 familles. C'est déjà beaucoup sur les 30 millions qui peuvent être concernés. Mais vous savez que j'ai évité qu'il y ait une mise en cause des allocations familiales. Parce que certains disaient on peut plafonner les allocations familiales. J'ai dit non, on va garder les allocations familiales. En revanche, le quotient familial, qui est d'autant plus favorable qu'on paye un impôt sur le revenu élevé, il doit être plafonné. Mais ça sera les deux seules augmentations d'impôts, TVA et quotient familial. Alors, on pourrait continuer encore longtemps comme ça, cette émission, ce face-à-face entre la journaliste de TF1, Claire Chazal, et François Hollande du 15 septembre 2013. N'est-il pas assez emblématique, Denis Muset, de ce qu'on appelle, ce qu'on voit régulièrement dans les commentaires journalistiques, alors je ne sais pas si le mot vous va, mais une technicisation, une ultra-technicisation du discours politique, et là de la parole présidentielle? C'est pire qu'une technicisation, il nous prend par la main et il nous raconte tous les détails du sujet. Et alors là, c'est un modèle du genre, parce que bon, l'auditeur ou le téléspectateur, il est parti au bout de quelques secondes. J'espère qu'il en reste quelques-uns avec nous. Dans ce tunnel. Mais c'est exactement le contraire de Nicolas Sarkozy. Ça prouve l'incapacité du président à rentrer dans des temps de réponse courts et supportables à l'échelle du rythme actuel de l'actualité des médias. François Hollande est incapable de tracer une fresque, de dessiner, de parler avec des grands gestes, notamment avec une dimension un peu d'émotion. Donc, et la télévision est un média qui ne lui va pas du tout. Il persiste à aller à la télévision alors qu'il fait systématiquement des réponses hyper techniques et détaillées de ce type-là. Il devrait être sur l'écrit. Mais dans le même temps, François Hollande n'est pas le seul à utiliser cette langue à base de politique publique, à base de chiffres, à base de lois que la plupart des Français ne comprennent pas forcément. En fait, on peut en comprendre les grandes idées, mais c'est très difficile de comprendre les détails de ce genre de prose. Mais il part du principe qu'il suffit d'expliquer, d'être pédagogue. Il est persuadé, il est comme le professeur, l'instituteur, qui est persuadé qu'en prenant par la main l'auditeur et en lui expliquant pas à pas, il va comprendre. Mais ça n'existe plus. Parce que l'oreille des Français a changé. Ils ont l'oreille de bois. Il y a la langue de bois et il y a l'oreille de bois.
Or, une oreille de bois, ça ne se redresse pas, ça ne se soigne pas avec une parole pédagogique qui relève d'ailleurs de ce que Jospin pratiquait communément, qui était une parole hyper pédagogique, mais qui, si vous l'écoutez aujourd'hui, paraît complètement incroyable, renvoyé à un passé très lointain. Ce qualificatif, Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, avait exhorté la gauche, c'était en septembre 2013, à sortir de la gestionnite aiguë. Et je reprends aussi une phrase de Emmanuel Morel, leader de l'aile gauche du Parti socialiste, député européen, disant « On est gouverné par des experts comptables qui parlent une langue d'experts comptables ». Alors, on a un socialiste avec nous, Gaëtan Gors. Vous n'êtes pas, pour le coup, un praticien de la langue de bois. Alors, on est entre nous, soyez francs et justes. Vous êtes aussi un beau connaisseur de l'histoire de la gauche. Pourquoi la gauche en est là aujourd'hui? Et pourquoi les socialistes, vous parlez une langue d'experts comptables? Parce que la gauche a perdu le fil de son histoire. C'est valable aussi un peu pour la droite, mais c'est très frappant à gauche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le contenu s'est vidé, il reste évidemment soit l'expertise, soit la petite phrase, soit l'habileté. Mais ce qu'on attendrait de la gauche, comme de manière générale de tout politique, c'est qu'ils parlent aux Français un langage qui ne serve pas simplement à leur répondre sur la proximité. C'est le piège, la proximité, de parler comme les Français ou de parler aux Français des problèmes du quotidien. Ça, c'est le piège qui est tendu aux politiques. Ah là, on vient d'entendre François Hollande, il ne parle pas de la langue du quotidien. Il pense qu'il le fait, puisqu'il parle de la TVA, puisqu'il parle du quotient familial, il pense qu'il touche véritablement les gens à travers leurs feuilles de paye, à travers leurs feuilles d'impôt, à travers leurs avantages sociaux. Mais c'est pas ça que les gens veulent entendre. Ça, c'est la conséquence éventuelle. Mais ce que les gens veulent entendre, et peut-être d'abord de la gauche, même si c'est plus difficile pour la gauche, qu'elle n'est pas habituée à parler de la France, elle est habituée effectivement à parler du social. Mais néanmoins, c'est qu'il s'adresse d'une certaine façon à son histoire, à la gauche. C'est-à-dire qu'il fasse parler à travers son discours les références dans lesquelles la gauche se reconnaît. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler le langage du passé, c'est-à-dire qu'il faut actualiser ces données, ces principes. Et c'est le travail qui n'est pas fait à gauche. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette langue très technique, la fameuse langue d'expert comptable dont parle Claude Bartolone, elle est à gauche corollaire d'une invention aussi sémantique où on parle de vivre ensemble, de faire France, faire société, qui sont tout ce qui un langage qui appartient vraiment aussi au Parti socialiste. Mais le langage de la gauche, c'est le langage de l'égalité, c'est le langage de la solidarité, c'est le langage de la laïcité. Tous ces mots-là sont évoqués, on leur donne plus de contenu. C'est aussi la raison pour laquelle ces mots sont récupérés et réutilisés. Donc il faut commencer par un contenu. Et si vous avez un discours qui se vide de sens, il ne faut pas s'étonner ensuite que ces paroles aient du mal à être comprises, bien qu'on les remplace par des mots qui n'ont pas de sens. Damon Mayafre, comment est-ce que vous analysez la langue hollandaise, justement, au regard de celle de ses prédécesseurs? Alors, dans cet extrait, il y a au moins deux choses. On y revient toujours, c'est cette mort des idéologies, la mort du contenu, et effectivement un discours qui devient gestionnaire parce qu'il n'y a pas, au fond, d'alternative politique fondamentale au système qui est en place, on va dire libéral, pour employer un terme très générique. On y a renoncé. Voilà, on y a renoncé, visiblement. Et ce qui est frappant aussi dans ce discours, c'est que on voit que le périmètre du discours présidentiel a vraiment évolué ces 30 dernières années, ces 40 dernières années. Et là où un De Gaulle, un Pompidou, encore un Giscard se tenaient un triptyque politique internationale, politique domestique quand même, et politique institutionnelle, aujourd'hui, le président de la République lui-même vient uniquement sur ce terrain domestique de la gestion du taux de TVA, du quotient familial, et c'est devenu au fond un président Premier ministre. On parle beaucoup de la présidentialisation de la Ve République, mais elle a comme corollaire, cette présidentialisation, en fait, un président qui devient ici le ministre du budget. Alors, on vous entend, Damon Mayafre, mais Denis Muset, tu disais tout à l'heure, il y a une responsabilité des médias, vous dites il y a un changement de périmètre, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Comment on a pu changer finalement de braquet sur la langue politique? Moi, je vois deux grandes raisons. Une, effectivement, médiatique, parce que le tournant, on commence à l'enregistrer dans les années 80, c'est-à-dire précisément au moment où il y a une privatisation des ondes, où il y a la 5e chaîne berlusconienne qui intervient, où donc les médias jouent un rôle fondamental dans la communication présidentielle. Puis il y a une raison politique, c'est aussi les années 80 et la mort du politique ou la mort de l'idéologie. Je veux dire tout simplement la cohabitation, c'est-à-dire un moment où droite et gauche se confondent jusqu'à gouverner ensemble. Donc on ne s'affronte plus sur des mots, sur des concepts, sur des programmes, mais plutôt pour savoir si c'est
Chirac ou Mitterrand qui va amener le bouquet de fleurs le 11 novembre sous l'Arc de Triomphe. Et donc, je pense qu'il y a ces deux raisons. Et puis, il y en a quand même une dernière qui est macro et qui est plus internationale. C'est un système mondial sans alternative et là aussi une façon de renoncer quelque part à des programmes alternatifs pour un modèle unique. Denis Musée, vous êtes d'accord ? Je ne fais pas dater cette perte des années 80, mais du milieu des années 90, parce que c'est un double mouvement. En 93-94, les émissions politiques hebdomadaires à la télévision disparaissent du prime time, de la première partie de soirée, et passent en seconde partie de soirée, soit dans des émissions People, Ardisson par exemple, soit dans des émissions de plateau, Cavada, La Marche du siècle, où là le politique est noyé dans plusieurs invités différents, des experts, des people, parce que le politique n'est plus supportable seul. Parce que le discrédit du politique a atteint des sommets. Donc on le mélange avec d'autres invités. Ou alors on le pipolise complètement dans les émissions d'Ardisson ou de Fogiel. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un double mouvement. La parole politique change de nature. Pensons à Rocard, sucer, c'est tromper. Chez Thierry Ardisson, oui. Absolument. Et d'autre part, il y a un mouvement de déculturation des téléspectateurs qui, du coup, n'a plus ce contact hebdomadaire avec de grandes audiences, avec l'expression d'un ministre ou d'un chef d'opposition. Et donc, l'oreille du téléspectateur se modifie, il perd les référents, la langue devient une langue étrangère, on ne comprend plus les mots. Si on demande aux gens qu'est-ce que c'est qu'une navette parlementaire, il va vous dire que c'est un autobus qui relie le Sénat et l'Assemblée nationale. Non, mais je pousse un petit peu le bouchon. Et donc, la mutation s'opère là. Justement, pour continuer cette discussion sur la question de l'opinion, d'une certaine manière, parce que vous dites c'est qu'il y a une oreille de bois qui s'est développée, eh bien écoutons Valéry Giscard d'Estaing, c'était le 1er février 1977, qui nous parle justement de cette opinion, cette action politique, ce discours politique brisé par les événements. C'était dans les dossiers de l'écran, on l'écoute tout de suite. Quand on est dans la fonction présidentielle, il est très difficile d'avoir ce sentiment. Parce que d'abord, on est harcelé par les circonstances. Il arrive tout le temps quelque chose de complètement imprévisible. Des événements économiques extérieurs, des difficultés particulières dans une région, une crise politique, des conflits de personnes, etc. D'autre part, l'opinion française est une opinion qui s'attache beaucoup, et au fond on peut comprendre, à l'actualité immédiate. Et elle attend de vous des choses très fortes à un moment donné. Par exemple, au mois de juin dernier, la France ne s'est occupée que de la sécheresse. Et un président de la République qui ne se serait pas occupé de la sécheresse aurait été considéré comme indifférent à la réalité française. 3 mois après, il était même difficile d'en parler. Et on vous disait, c'est terminé, pourquoi ne parlez-vous de cette affaire, etc. Dernier exemple, la situation fin août, début septembre. Les Français étaient très inquiets. Vous auriez interrogé les Français à ce moment-là, ils vous auraient dit, la politique, ça n'est de tout à fait égal, ça ne nous intéresse pas. Occupez-vous du problème essentiel, les prix, le commerce extérieur, l'activité économique, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Nous avons publié, enfin le gouvernement a publié, je dirais franchement, de bons résultats. Ils sont passés presque inaperçus, parce que toute l'attention était monopolisée par les problèmes politiques. Donc vous voyez que l'action d'un président, elle est constamment brisée par les événements. Et ce qui fait que la tâche est beaucoup plus lourde que si vous pouviez projeter, en somme, dans l'avenir vos intentions et vos projets. Valéry Giscard d'Estaing sur le plateau des dossiers de l'écran, célébrissime émission de télévision de l'époque, fait ici référence aussi à la question de la temporalité dans laquelle s'inscrivent les discours politiques et à la grande difficulté qu'ont les responsables, c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui, à inscrire une parole dans la durée et dans un horizon qui est plus lointain que le seul lendemain. Est-ce que ça, c'est pas aussi un des facteurs d'appauvrissement de la langue politique, Denis Musée? Oui, c'est pas seulement la langue, c'est un facteur d'appauvrissement des idées et des projets. Le temps de l'action publique et le temps des médias sont pas les mêmes. Et la crise du politique et du discours politique, elle résulte de ce décalage entre les paroles et les actes. Alors, on est dans une société où le changement, c'est tout le temps, au fond. C'est une société médiatique parce que les médias veulent qu'à chaque seconde, il se passe quelque chose de nouveau, une information chasse l'autre. Et les actes, eux, ils suivent lentement parce que le matériau de base du travail du politique, c'est le temps.
Mais on n'explique pas cela. On n'explique jamais que ça prend un certain temps entre le moment où un projet est imaginé et le moment où non seulement il est voté, mais où les décrets d'application passent et où les effets sur le quotidien des gens peuvent être perçus. C'est plusieurs années, généralement. Et donc, c'est ce renoncement à expliquer le temps du travail du politique. Michel Rocard disait, le travail du politique, c'est regarder pousser les fleurs. Vous vous asseyez devant la fleur et vous regardez. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est ce que le philosophe François Julien appellerait les transformations silencieuses. Absolument, exactement. C'est exactement ça. Alors que Nicolas Sarkozy disait, dire, c'est faire. Et là, c'était l'illusion inverse que dès lors qu'il disait quelque chose, c'était aussitôt fait. Et les Français croyaient que c'était le cas d'ailleurs. Moi, j'ai des exemples très précis d'enquêtes qu'on a faites après, par exemple, 100 minutes pour convaincre de 2003 de Sarkozy. On interroge les gens dans des groupes Cali. C'est une enquête qu'on a faite pour l'Observatoire du débat public juste après. Et les gens disent, il a pris une loi sur les délinquants multirécidivistes. Et on leur demande comment il a pris une loi. Ben oui, il vient de prendre une loi. C'est traduit par le slogan « Le changement, c'est maintenant », d'une certaine manière, instantané. Ça, c'est l'inverse. C'est que François Hollande croit, lui, que faire, c'est dire. Il dit « Les résultats de ma politique parleront d'eux-mêmes ». Or, ça, c'est mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bruit médiatique est tellement fort, il est assourdissant, tout le monde parle en même temps. C'est par rapport à ce que disait Giscard, qui constatait cela, c'est puissance 1000. Il y a une telle confusion, un tel bruit que un politique normal, ne parvient plus à émerger au-dessus du niveau de bruit de fond. Damon Mayavre. Ce qui est intéressant, c'est que cette tyrannie du maintenant, on peut l'enregistrer dans les discours. Et on s'aperçoit qu'un De Gaulle, là encore, un Pompidou ou encore un Mitterrand, utilisaient une variété de temps verbaux assez importante, du passé simple au futur, imparfait, passé composé, là où aujourd'hui, Hollande et Sarkozy, on y revient, conjuguent pratiquement uniquement son discours au présent de l'indicatif. Gaëtan Gors, parce que là on parle beaucoup de l'arène médiatique, mais vous êtes parlementaire, vous êtes sénateur. Est-ce que dans l'univers parlementaire, hors de tout média, hors de tout micro, est-ce que vous constatez les mêmes évolutions? Forcément non, puisque la parole n'est pas formatée par... On les constate, mais elles sont plus lentes. C'est-à-dire que, par exemple, le Sénat est typiquement une assemblée qui, par rapport à l'Assemblée nationale, prend du recul, prend plus de temps dans sa réflexion. Mais on voit le changement s'opérer petit à petit. C'est-à-dire que la pression médiatique, la pression de l'actualité fait que peu à peu aussi, on voit bien, le mode de travail et de délibération au Sénat change et va changer. Et ça a un impact sur les discours ? Ça a un impact sur les discours, sur leur qualité aussi, puisqu'on sent bien que ce qui est important, c'est plus forcément ce qu'on dit dans l'hémicycle ou en commission, mais ce qu'on va dire aux médias ou ce qui va être repris par le média. Oui, mais vous avez le sentiment que c'est, entre guillemets, la faute aux médias, d'une certaine manière ? Un peu des deux. Je pense que le fait que la politique se soit un peu vidée de son contenu, ce qu'on a dit au début, évidemment, fait alliance assez naturellement avec des médias qui ont besoin de phrases courtes. C'est la même chose pour le changement. On dit tout change, oui, mais enfin tout reste aussi un peu comme c'était. C'est-à-dire que ce changement, il est quand même mesurable sur des délais assez longs. Le changement, c'est simplement la parole qui s'agite. Donc le politique pourrait prendre un peu de recul. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est plutôt que ce qu'on a vu il y a quelques jours à la télévision, c'est que les hommes politiques imposent à nouveau le rythme, ce que Jospin a essayé de faire à une époque. Ce qui est intéressant quand vous parlez d'agitation de la parole, c'est peut-être de citer quelques chiffres tirés de votre ouvrage, Damon Mayavre, du nombre de discours par président et du nombre de mots mobilisés le temps de leur présidence. Charles de Gaulle, en 10 ans de présidence, 11 ans, 58-69, 79 discours, 220 000 mots. Georges Pompidou, donc 4 ans, 72 discours, 230 000 mots. On est déjà presque autant que le général de Gaulle en 10 ans. Giscard, 106 discours, 400 000 mots. Mitterrand, 150 discours, 700 000 mots. Et Chirac, 816 discours en 12 ans, et 1 500 000 mots, Damon Mayavre. Et j'imagine que cette progression continue de manière exponentielle, j'imagine, avec Nicolas Sarkozy et François Hollande. Il y a une inflation du discours politique. C'est étourdissant. Qui se traduit par une dépréciation précisément de la parole. C'est-à-dire qu'à trop parler, on ne se fait plus entendre. Et c'est vrai que lorsqu'on attendait une allocution, puisque vous avez parlé des 79 allocutions du général de Gaulle, corpus exhaustif, il ne s'est pas exprimé plus à la télévision, ça faisait événement. Aujourd'hui, on voit toute la stratégie des communicants pour essayer tant bien que mal de créer un événement autour d'une prise de parole de François Hollande aujourd'hui. Et en réalité, il n'y arrive pas parce que, effectivement, on est saoulé aujourd'hui
aujourd'hui de discours qui plus est sans saillance importante. Denis Il y Muset. a une abondance de discours. Il y a aussi un phénomène extrêmement troublant qui s'appelle la déhiérarchisation. Le fait que les choses ne sont pas hiérarchisées. Donc, dans cette abondance de propos, rien n'est mis en avant. Tout est à égalité. La boîte à outils de François Hollande, quand il explique notamment la TVA... C'est quand il en parle, c'est en 2013, c'est quelques mois après son élection, voilà, face à David Pujadas. Il met tout au même niveau, et on l'a entendu tout à l'heure, sa réponse sur la TVA. Donc, en fait, ça, c'est un vrai problème, parce qu'il n'y a pas de mise en perspective, et notamment temporelle. C'est-à-dire que si vous reprenez Mitterrand, vous voyez que dans ses interventions, dans une même intervention, il va parler, et De Gaulle, a fortiori, le faisait, il va parler du passé, d'aujourd'hui et puis du futur. Aujourd'hui, on parle du présent, de l'instantané, et souvent, quand vous écoutez bien François Hollande, vous vous rendrez compte qu'il mélange les temps. Il parle à l'imparfait de quelque chose qui est présent, ou il parle au présent quelque chose de futur. Par exemple, les fameux 50 milliards, ils disent souvent « on l'a fait ». Mais c'est pas fait, puisqu'on est au début. Vous voulez dire qu'il n'y a jamais eu autant de discours, mais jamais aussi peu de récits, d'une certaine manière. Il n'y a pas de hiérarchie, et donc il n'y a pas de récit. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de perspective, et je pense que si la gauche a de telles difficultés, on ne parlera pas de celles de la droite, qui sont immenses, c'est que c'est pas simplement parce qu'elle a oublié de parler de ce qui est son ADN, le social notamment, c'est parce qu'elle ne parle pas du futur. C'est-à-dire il n'y a pas de projet, de projection, donc de grands récits de long terme. Est-ce qu'il n'y a pas, comme le disait Denis Bertrand, finalement, une appropriation de la narration politique par les partis extrémistes, ou en tout cas les partis anti-système, on a l'impression peut-être que le seul parti qui propose un véritable récit de l'avenir, c'est le Front National. Alors on peut tout à fait juger que ce récit est un récit négatif, mais pour autant ça reste un récit, Gaëtan Gorce. En l'occurrence, la nature politique, là aussi, est horreur du vide. Effectivement, faute que ce discours soit tenu par d'autres, ça laisse un espace pour des discours assez sommaires, mais qui au moins font écho par rapport à ce type de préoccupation. Mais ce qui est plus encore embêtant, et c'est vrai que c'est très ennuyeux pour un homme de gauche dès lors que nous sommes au pouvoir, c'est que le discours que décrivait Denis Muset de François Hollande, c'est aussi un peu le discours de l'impuissance. C'est-à-dire ce discours au présent, c'est par définition un discours qui s'efface au fur et à mesure qu'on le prononce. Il n'est pas destiné à s'imprimer par des actes, parce qu'on a déjà renoncé à faire bouger les lignes. Et c'est Sarkozy, c'est assez visible aussi. Donc retrouver la perspective du futur, c'est aussi retrouver la perspective de la volonté d'un vrai changement, de la prise en main de réalité. Et je pense que ce discours est la traduction aussi d'une forme d'impuissance acceptée, ce qui est encore plus préoccupant.